Et sur la porte, sur la porte, autour de la porte, alors là c'est un village donc que connaissent bien Brigitte et Frédéric, qui est le Kellar, où pendant la fête chaque année, alors ça c'est une tradition qui remonte plus anciennement aux conscrits, qui demandaient aux gens du village pour faire leur fête une participation financière, et pour remercier les personnes qui ont donné, on a posé autour de la porte un pochoir, enfin une marque qui marquait donc la générosité des habitants de la maison. Et cette marque utilise, alors on continue aujourd'hui, donc les jeunes qui font la fête dans les villages continuent à marquer, à demander aussi une participation, et à marquer les maisons avec des pochoirs qui sont systématiquement évocateurs soit de taureaux, de Camargue, des flamants roses. Enfin, c'est vraiment symboliquement, enfin une forme qui revient régulièrement, et en tout cas le territoire est marqué par ces représentations issues du monde camarguais ou taurin. Donc ça, c'est un autre exemple dans l'espace public. On a alors dans beaucoup de villages des statues de taureaux, mais des taureaux qui sont identifiés. Donc ici, il s'agit de Pascalé à Lunel. Donc voilà, les taureaux Camargue ont un nom, de même que les taureaux espagnols. D'ailleurs, le taureau espagnol porte un nom dès sa naissance, puisqu'il est toujours le fils d'eux. Il porte le nom de la mère, qui est mis au masculin. Alors que le taureau Camargue va porter son nom, il sera baptisé lorsqu'il va courir dans l'arène, et qui va être donc conservé par son éleveur pour faire une carrière de sportif, puisqu'il s'agit véritablement de sportifs. Et donc ces taureaux vont souvent porter un nom qui va être celui de la première arène dans laquelle ils ont triomphé, ou le nom du choix de l'éleveur. En tout cas, ces taureaux sont identifiés, leurs noms sont sur les affiches, et il y a un attachement, il y a même des taureaux de légende dont les noms se transmettent de génération en génération, et quelques-uns ont droit à une tombe. Donc nous avons sur la photo à côté de la statue, donc la tombe d'un taureau qui est Rami, qui est mort, je crois, dans les années 70, si je me trompe, ou 80. Et donc Rami a été enterré dans les prés où il est né, dans le mas de son éleveur. Voilà donc une activité d'élevage, alors qui est souvent qui peut faire l'objet de controverses, c'est-à-dire le travail du gardien avec le trident qui va lui servir. Alors ce trident dont parlait Quiquéran de Beaujeu en 1550 et qui est quelquefois condamné car il va piquer, c'est un pique-bœuf, ni plus ni moins, qui va aider l'éleveur à faire tomber notamment le veau pour le marquer. Voilà, donc on a parlé tout à l'heure de taureaux espagnols, donc de la race espagnole. Donc là, vous voyez, ce sont bien sûr des taureaux qui sont élevés en élevage extensif, tout comme le taureau de Camargue. Donc là, vous voyez par la stature et le physique du taureau brave, donc du taureau de combat. Et ici, donc, un peu plus loin, dans un champ à côté, en Camargue aussi, la race d'Ibiao. Ah, on a mis un S alors qu'il n'en faut pas. C'est pas grave. Donc vous voyez un taureau beaucoup plus fin avec des cornes qui sont très différentes du taureau espagnol. Donc la ferrade qui est aussi un moment qui était une pratique d'élevage qui consistait donc à marquer les veaux pour pouvoir entre propriétaires les reconnaître, qui est devenu aujourd'hui un spectacle qui rassemble de nombreux spectateurs. Et vous voyez à droite une jeune fille donc qui est assez célèbre en Camargue qui s'appelle Marie. Et donc Marie, vous allez voir ici un peu plus loin. Donc c'est Marie qui se met à la tête des taureaux, des petits veaux. Enfin, ce sont quand même là des taureaux de 2 ans, des grands ou des vaches. Ça peut être donc veaux mâles comme femelles sont marqués. Et donc cette jeune fille a pour spécialité de se mettre à la tête du taureau. On appelle ça une charbonnière. Alors que d'autres personnes l'aident. Une fois le taureau marqué et escoussuré, donc voilà encore une autre pratique qui consiste à découper l'oreille du petit veau parce que chaque éleveur, dans le cas où la marque disparaîtrait, découpe aussi une partie de l'oreille de ces taureaux d'élevage, toujours selon la même forme. Et ici, donc, la course camarguaise, avec la différence, donc ça c'est une tiente, ça c'est une sélection de vaches. Oui, donc c'est un torero. Je pense qu'on n'a pas donné le bon diaporama. Ce n'est pas grave. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'ancienne version. Ouais. Bien, c'est fini. Ouais.
à Christian Bromberger, qui a été mon ancien directeur de thèse et qui est professeur émérite d'anthropologie à l'université d'Aix-Marseille et qui nous parlera maintenant d'une passion interdite, les combats de taureaux en Iran. Merci. Je voudrais remercier très chaleureusement le Bureau régional ethnologie et linguistique, le Centre d'études franco-provençales pour leur invitation, Bruno Domaine et tout particulièrement Christiane Dunoyer pour son activité, pour ses recherches qui contribuent au rayonnement culturel du Val d'Ost. Alors, venons-en au thème de mon exposé. Les combats de taureaux dans le nord de l'Iran, une passion populaire interdite. Ce thème sera illustré par un large extrait de film après mon exposé. Dans le Valais et le Val d'Ost, les combats de rennes sont très populaires et prisés des élites. Yvonne Preswerck et Bernard Crétat pour le Valais, Christiane Dunoyer pour le Val d'Ost, ont analysé dans leurs travaux les ferments et l'histoire de cette popularité. Au nord du Portugal, on apprécie aussi les combats de taureaux, au point que des statues de ces impressionnants bovins figurent à l'entrée des villages. Même popularité dans le sud de l'archipel nippon, où depuis les années 1960, cette pratique que l'on aurait pu penser vouée à la régression avec la mécanisation de l'agriculture a connu un renouveau spectaculaire avec le développement du tourisme. En septembre 1959 se tint à Uwajima le Bullfighting Resurrection Council, suivi le même mois de la création par les propriétaires de taureaux du Uwajima Bullfighting Promotion Committee. Désormais, la Bullfighting League tient à jour le classement des taureaux. Une arène couverte de 2300 m² a été construite par la municipalité en 1975 et l'Uwajima Tourism Bullfighting Association organise 5 compétitions par an et des spectacles pour les visiteurs, ces manifestations étant sponsorisées. Voilà donc une pratique florissante, soutenue par les autorités, dans un contexte où folklore et tourisme font bon ménage. Même popularité et relance de la tradition en Corée du Sud, où la petite ville de Cheongdo organise tous les printemps, dans un grand stade construit en 2002, un festival annuel de combats de taureaux. Les combats de taureaux au Guilan, donc cette province du nord de l'Iran, ne jouissent pas de la même considération par les autorités. Fortement ancrés dans les traditions populaires, ils sont aujourd'hui interdits et clandestins, ce qui ne va pas sans poser de problème quand les taureaux qui s'affrontent pèsent, un peu comme dans le Val d'Ost, de 500 à 700 kilos, et dans un pays, pour parler comme les footballeurs, où les forces de l'ordre vous marquent à la culotte. Un jour d'octobre, il y a quelques années, je me trouvais avec quelques amis au bord d'un pré, dans une localité du Guilan, réputée pour son élevage taurin. Devait se dérouler un combat entre 2 excellents taureaux, des bosquets, des sentiers accouraient à pied, en vélo ou en vélomoteur, des candidats spectateurs attirés par la rumeur. Bientôt, conduit par son propriétaire, apparut Palang, la panthère, un des 2 combattants. Son adversaire, lui, n'arriva jamais. Il avait été empêché de poursuivre sa route par le chef du poste de la gendarmerie locale. Les organisateurs du combat avaient bien essayé de graisser la patte à ce représentant de l'ordre. On lui avait proposé la somme rondelette de 250 000 tomans, à peu près 200 €. Face à une telle proposition, les garants de l'ordre public et moral cèdent en général et laissent la vie ludique suivre son cours. Mais là, rien n'y fit. Le chef des gendarmes en faisait une affaire d'honneur, une valeur avec laquelle on ne badine pas. Palang, son maître et les candidats spectateurs rebroussèrent chemin, formant une curieuse cohorte au milieu des champs. Mais tous les combats ne s'achèvent pas avant le début de la partie. On s'assure la neutralité bienveillante des autorités, on s'informe au téléphone, on est prêt à déguerpir à la moindre alerte, on s'arrange avec les moyens du bord. Avant d'envisager le déroulement de ces combats, voyons pourquoi cette pratique s'est maintenue au Guilan et dans la province voisine du Mazanderan
plus longtemps qu'ailleurs. Alors que les moutons, les chevaux et les dromadaires sont les emblèmes animaux des sociétés de l'Iran intérieur, au-delà donc de cette plaine du Guilan, dans les plaines humides qui bordent la mer Caspienne, ce sont les bovins qui tiennent ce rôle. Ils sont associés aux tâches masculines les plus pénibles, les 3 labours et le herçage de la rizière. On leur donne un nom personnel. Sur un mode poétique, ce sont les confidents des joies et des peines du paysan, comme le dit une chanson populaire. Labour, bœuf, tes cornes sont des fleurs de grenadier. Il est 1000 fois dommage que ton maître n'ait pas de bien-aimé. Prie pour que ton maître trouve une bien-aimée et qu'il dore le tour de tes cornes. Tous ces faits témoignent de l'importance des bovins dans la culture locale, importance que les jeux taurins soulignent et dramatisent. Ces animaux se singularisent, attendez que j'arrive à changer, peut-être, excusez-moi, voilà, oui. Ces animaux singularisent par leur morphologie. Ce sont des zébus qui présentent une grande bosse sur le garrot, ce qu'on appelle aussi boss indicus, comme nous l'indiquait tout à l'heure. Mais en fait, d'ailleurs, ce boss indicus est d'origine africaine. Et on retrouve donc ce zébu sur les figurines en céramique des sites de l'âge du fer. Et autant dire que ces bovins font partie des emblèmes de la culture régionale. L'élevage de ces taureaux de combat est surtout le fait d'une minorité de passionnés qui se rencontrent 1 ou 2 fois par semaine à l'occasion des marchés aux bestiaux. C'est dans ce milieu de maquignons, au langage et au comportement volontiers cru, que se recrutent les matchmakers et les aficionados les plus virulents. Ces combats de taureaux, Varza Jung, littéralement guerre des bœufs. Et je voulais vous poser la question pour le biao. Pourquoi appelle-t-on des taureaux bœufs? Ben non, ce ne sont pas des bœufs, c'est des taureaux. Ils sont castrés. C'est le terme générique, oui. Oui. D'accord, oui. Oui. Que j'ai lu dans le temps, mais j'ai oublié ça. Donc, là, on appelle ça le Varza Jung, la guerre des bœufs, alors que le taureau, c'est le Kal Varza, enfin, peu importe. Et ces jeux étaient jadis répandus dans tout l'Iran. Ils faisaient partie des spectacles des fêtes à côté d'autres jeux mettant aux prises des animaux, combats de béliers, de buffles, de chameaux, de dogues, de coqs, voire d'araignées et de scorpions. Les chroniqueurs font ainsi mention au XVIIe siècle de ces jeux taurins organisés sur la place des grandes villes sous le patronage des gouverneurs locaux. Il est cependant remarquable que ces combats de taureaux ne se soient maintenus qu'au Guilan. Là, précisément, ils se coulent dans une culture rurale bovinophile et a fortiori dans le milieu professionnel des commerçants de bestiaux. Alors que la plupart des veaux sont castrés à 3 ou 4 ans, les taurillons les plus combatifs sont sélectionnés et ont droit à un régime de faveur. La détection des futurs champions repose sur plusieurs critères. Leur agressivité naturelle, leur stature, la longueur de leurs cornes, leur race, leur pédigré. Sélectionnés ou achetés à un prix déjà très élevé s'ils ont fait déjà leurs preuves, un bon taureau se négocie au prix d'un honorable salaire annuel. Les taureaux sont isolés, choyés et abondamment nourris. On les parque dans une étable et un enclos particulier. On veille à ce qu'ils ne voient que leur propriétaire et apprennent à réagir brutalement à l'intrusion d'un étranger.